Il existe dans les plis du temps des échos qui ne s'accordent pas au récit que nous connaissons. Bien avant les tablettes d'argile de Sumer, avant même les mythes que les anciens ont osé graver dans la pierre, se dessine l'ombre d'un peuple oublié. Ces traces ne se trouvent ni dans les chroniques officielles, ni dans les archives sûres des royaumes disparus. Elles apparaissent seulement comme des fragments, ruines trop anciennes, savoir trop avancé, symboles sans racines. Comme si sous notre histoire visible sommeillait une mémoire plus profonde, effacée avec soin ou perdue par oubli. Et si notre civilisation ne faisait qu'hériter d'une lignée plus ancienne, une race mystérieuse disparue avant que l'on écrive le mot civilisation, un monde effacé dont nous ne voyons que les ombres sur les pierres brisées. Il existe au seuil du temps une zone où les certitudes s'éteignent et où les récits ne sont plus que des murmures. L'histoire officielle commence avec l'écriture, avec ses signes tracés sur des tablettes de Sumer, il y a un peu plus de 5 millénaires. Mais avant cela, avant même les premiers mots gravés dans l'argile, il y a eu des vies, des peuples, des horizons. Le silence des millénaires efface leurs noms et pourtant des vestiges demeurent, comme des cicatrices dans le paysage du monde. Ce silence dense et inquiétant nous invite à regarder au-delà de ce que nous croyons savoir. Lorsque l'on interroge la profondeur des âges, on découvre que notre mémoire collective est récente, fragile, presque enfantine. Nous racontons notre humanité comme si elle venait de naître hier, mais la Terre conserve des traces plus anciennes, des signes d'édifices ou d'artefacts dont l'âge défie l'entendement. Des pierres polies par des mains inconnues, des monuments alignés avec une précision que nos ancêtres supposés primitifs n'auraient pas pu atteindre. Chaque fragment retrouvé trouble la chronologie que nous pensions sûre. Dans certains lieux reculés, les archéologues ont mis au jour des structures qui semblent appartenir à une époque où, selon nos livres, rien de tel ne devait exister. Göbekli Tepe, par exemple, en Anatolie, se dresse comme une énigme. Des piliers monumentaux décorés de reliefs complexes, bâtis il y a plus de 11 000 ans, avant même l'invention de l'agriculture sédentaire. Comment, sans ville, sans organisation hiérarchisée connue, des hommes ont-ils pu ériger un tel sanctuaire ? La réponse glisse entre nos doigts. Était-ce la trace d'une société organisée bien plus tôt qu'on ne l'admet, ou bien l'empreinte d'un savoir qui venait d'ailleurs, d'une source effacée ? Les pierres de Baalbek au Liban racontent une autre énigme, des blocs gigantesques, certains de plus de 1000 tonnes, parfaitement taillés et ajustés. Même aujourd'hui, nos machines auraient du mal à les déplacer. Pourtant, elles reposent là, dans un socle antique, comme si une main disparue avait supplié la pierre à sa volonté. Les civilisations qui héritèrent de ces lieux en firent un leur temple sans, mais elles ne purent jamais expliquer comment ces fondations avaient été posées. Ce qui nous parvient n'est pas seulement une prouesse d'ingénierie, mais un silence profond, qui, avant Rome et avant Sumer, avait déjà appris à déplacer des montagnes de pierre. L'ombre avant l'histoire ne se compose pas seulement de ruines, elle se glisse aussi dans les mythes. Les récits de peuples anciens parlent souvent d'âges antérieurs, d'ères oubliées où d'autres races vivaient parmi les hommes. Les Grecs parlaient s'étendant des âges d'or et d'argent, de cycles où l'humanité renaissait, après des destructions. Les Mayas et les Aztèques transmettaient eux aussi l'idée que plusieurs soleils s'étaient succédés, chacun détruit par le feu, l'eau ou la nuit. Ces légendes convergent vers un même sentiment. Nous ne serions pas les premiers à marcher sur cette terre, mais les héritiers d'une lignée plus vaste dont les noms et les visages se sont dissous dans le temps. Des objets surgissent parfois des couches profondes de la terre, anachroniques, dérangeants, des sphères métalliques découvertes en Afrique du Sud, vieilles que de milliards d'années selon la datation des roches qui les enfermaient. Des motifs géométriques gravés qui défient l'idée d'un hasard naturel, des outils en pierre qui semblent remonter à des dizaines de milliers d'années, bien avant les sociétés complexes que nous associons aux premiers des villages. Ces découvertes sont souvent mises de côté, car elles ne cadrent pas avec la trame officielle. Mais leur simple existence nourrit l'ombre, une présence antérieure, invisible mais insistante. Si l'on regarde les cartes anciennes, un autre voile se soulève. Certaines, comme la carte de Piri Reis au XVIe siècle, montrent des détails étranges, des côtes de l'Antarctique sans glace, des contours géographiques supposés inconnus à l'époque. D'où venaient certaines ces connaissances ? Les cartographes eux-mêmes disaient un n'en avoir fait que recopier des sources plus anciennes, transmises à travers les âges. On pourrait croire à des hasards, mais trop d'indices convergent. Comme si, dans un passé reculé, une civilisation avait déjà parcouru les mers, avait observé la Terre avec un regard que nous pensions nouveau.
Les grandes pyramides d'Égypte, comme celle de Gizeh, continuent de nourrir ces soupçons. Leur alignement sur les étoiles, leur précision architecturale, la taille colossale des blocs utilisés. La tradition égyptienne elle-même attribuait ces constructions à des dynasties antédiluviennes, aux fils du soleil. Certains hiéroglyphes parlent d'un savoir reçu des premiers temps, transmis par des dieux ou des maîtres venus d'ailleurs. Derrière le voile du mythe se dessine peut-être la mémoire déformée d'un peuple ancien, disparu mais dont l'empreinte se fit indélébile. Tout cela dessine une toile étrange, des monuments impossibles, des mythes convergents, des objets sans explication. On pourrait les considérer comme des anomalies isolées, mais réunis, ils forment un paysage troublant, comme si, avant la lueur fragile de l'histoire connue, il existait une civilisation oubliée, une race différente, douée d'un savoir dont nous ne percevons que les ombres. Peut-être a-t-elle été détruite par un cataclysme, comme le déluge universel raconté dans tant de cultures. Peut-être s'est-elle effacée lentement, engloutie par le temps et l'oubli. Ce que nous appelons aujourd'hui le commencement n'est peut-être qu'une reprise. Comme si notre civilisation s'était réveillée dans les ruines d'une autre, ramassant des fragments, des légendes, des savoirs déformés, pour bâtir une nouvelle mémoire. Mais sous cette mémoire officielle, l'ombre persiste. Elle ne dit pas son nom, elle n'offre pas de certitude. Elle laisse seulement des indices, des pierres gravées, des récits impossibles. L'ombre avant l'histoire est ce silence qui précède les premiers mots écrits, ce vide qui n'était peut-être pas vide, mais rempli de présences effacées. En l'explorant, nous ne trouvons pas de réponse définitive. Nous rencontrons plutôt un sentiment, celui que notre monde est plus ancien que nous le croyons et que nous sommes les héritiers d'un héritage invisible. Cet héritage, qu'il vienne de peuples humains oubliés ou d'une race différente, continue de hanter notre imaginaire et nos questions. Ainsi s'ouvre la première porte, celle d'un temps qui n'est pas dans nos livres mais dans nos pierres, dans nos mythes, dans nos silences. Et derrière cette porte, d'autres mystères nous attendent. Les ruines sans nom, témoins muets d'un monde effacé, se dressent déjà à l'horizon. Dans le silence des continents se dressent des pierres qui ne racontera rien de clair. Elles n'appartiennent à aucune langue, à aucune chronologie officielle, et pourtant elles persistent, défiant le passage du temps. On les appelle ruines, mais elles n'ont pas toujours de nom, ni de peuple auquel les attribuer. Elles surgissent dans les déserts, dans les jungles, au fond des montagnes, et parfois même sous les eaux. Leur mutisme nous dérange car il nous prive de récits rassurants. Chaque mur brisé, chaque dalle érodée semble murmurer une histoire perdue, celle d'êtres qui bâtirent avant que nos annales ne commencent. À travers le monde, certaines pierres demeurent comme des énigmes figées. Sur l'île de Pâques, les statues colossales que l'on appelle Moai observent l'horizon. Leur origine a suscité des hypothèses multiples, mais rien n'épuise leur mystère. Taillées dans le volcan, transportées sur des kilomètres, elles semblent témoigner d'un savoir-faire et d'une détermination hors du commun. Pourtant, au-delà des explications techniques, demeure la question. Pourquoi ériger ces visages immenses dans un isolement si extrême ? Les habitants actuels de l'île ont leur tradition, mais même leurs chants racontent une mémoire fragmentée, un héritage qui leur échappe. Plus loin, dans la jungle péruvienne, une muraille de blocs monumentaux s'élève à Sacsayhuaman. Les pierres y sont assemblées avec une précision qui frôle l'impossible. Pas de ciment, pas de mortier, et pourtant aucune lame de couteau ne pourrait se glisser entre elles. Certaines de ces pierres pèsent des centaines de tonnes, mais elles sont taillées avec une finesse presque organique, comme si elles s'emboîtaient naturellement. Les Incas en héritèrent et les intégrèrent à leur empire, mais la tradition orale affirme qu'ils ne furent pas les premiers. Les fondations massives et inhumaines appartiendraient à un peuple antérieur dont même le nom s'est effacé. Les ruines sans nom s'élèvent aussi sous la mer. À Yonaguni, au large du Japon, des structures géométriques reposent dans les profondeurs. Marches, terrasses, murs rectilignes semblent témoigner d'un travail volontaire, et non du simple hasard géologique. Si ces formations sont bien le fruit d'une main humaine, elles remonteraient à plus de 10 000 ans, à une époque où la mer recouvrit ces terres lors de la montée des eaux après la dernière glaciation. Dans ce cas, elles porteraient la marque d'une civilisation antérieure à toutes celles que nous connaissons. Une civilisation qui vécut et disparut sans laisser autre chose que ces blocs étrangement rangés au fond de l'océan. On retrouve ce vertige dans les plaines de Bolivie, à Tiwanaku et à Pumapunku. Les pierres y sont taillées comme par une mécanique invisible, des blocs aux arêtes parfaites,
percés de trous et de rainures qui rappellent des techniques modernes. Ces vestiges ne racontent pas une simple occupation humaine, mais un savoir-faire que même nos ingénieurs observent avec perplexité. Comment, sans acier ni machine, des hommes auraient-ils pu atteindre ce degré de précision ? Certains chercheurs affirment que ces ruines sont bien plus anciennes que ce qu'admettent les manuels, remontant peut-être à une époque où d'autres peuples, aujourd'hui effacés, modélaient déjà la pierre avec une maîtrise incomprise. Chaque fois que l'on contemple ces lieux, on ressent le même trouble. Ce qui frappe n'est pas seulement l'ingéniosité, mais la rupture. Ces pierres n'ont pas d'héritier direct. Elles apparaissent comme des éclats isolés, comme si une main invisible avait semé des monuments, puis disparu sans transition. L'histoire telle qu'on nous la raconte repose sur la continuité, sur le fil progressif du progrès humain. Mais ces ruines, elles, brisent la ligne. Elles ouvrent des abîmes de temps où l'on devine une présence qui ne nous ressemble pas tout à fait. Les mythes locaux eux-mêmes nourrissent ce sentiment. Les peuples andins parlaient de dieux venus des étoiles qui enseignèrent l'art de bâtir. Les habitants de l'île de Pâques racontaient que les statues marchaient toutes seules, guidées par une force mystérieuse. En Égypte, des récits anciens évoquent des bâtisseurs issus des Trantoles Consents. En France, il y a des temps primordiaux qui élevèrent dans les premières structures avant l'avènement des pharaons. Ces traditions ne sont pas des preuves, mais elles sont des échos. Elles expriment une mémoire brisée, celle d'un âge où d'autres êtres, humains ou non, se tenaient aux côtés de nos ancêtres. Ce silence des ruines est plus puissant que les récits officiels. Les archéologues datent, comparent, classent, mais au fond du mystère demeure une évidence. Beaucoup de ces monuments paraissent n'orgir de nulle part. Ils sont trop avancés pour leur époque supposée, trop massifs pour les outils connus. Ils laissent l'impression qu'un savoir, aujourd'hui éteint, fut autrefois commun. Ce savoir ne s'est pas transmis de manière continue. Il fut brisé, englouti, comme si la civilisation qui le portait avait disparu d'un coup, laissant derrière elle seulement ces pierres pour témoigner. Les ruines sans nom ne nous livrent pas leur vérité, elles se contentent d'exister, et leur existence suffit à troubler notre certitude. Elles forment des cicatrices, visibles mais muettes. Leur mutisme nous force à admettre une possibilité inconfortable. L'histoire humaine pourrait être bien plus ancienne et plus discontinue que nous le croyons. Et derrière cette discontinuité se cache peut-être la trace d'une race oubliée qui parcourait le monde bien avant que nous ne sachions écrire ou même compter le temps. Chaque pierre, chaque mur brisé, chaque bloc immergé est un rappel. L'oubli n'efface pas tout. Certaines empreintes persistent, comme les vestiges d'un rêve dont nous ne retenons que quelques images au réveil. Ces ruines anonymes continuent de nous observer, de nous interroger, comme si elles attendaient que nous retrouvions ce qui fut perdu. Au-delà de leur silence, elles ouvrent une autre porte. Car si ces pierres sont les témoins d'un peuple disparu, alors peut-être ce peuple avait-il aussi un langage, une mémoire écrite ou symbolique. Des signes que nous avons retrouvés, mais que nous ne comprenons toujours pas. Ainsi, l'énigme des ruines sans nom mène naturellement à une autre question. Que nous disent les langages qui ne se déchiffrent pas ? Dans les profondeurs du passé, certains signes demeurent d'enfermés hommes comme des portes sans clé. Ils sont tracés sur des tablettes, gravés dans la pierre, parfois dessinés sur des objets rituels, et pourtant nul ne sait encore ce qu'ils veulent dire. Ces langages muets se dressent comme les fantômes d'une mémoire qui nous échappe. Ils nous rappellent qu'avant même que l'histoire prenne forme, des voix s'élevèrent déjà, inscrivant des pensées que nous ne pouvons plus entendre. Ce silence, paradoxalement, parle avec force. Il dit que quelque chose d'essentiel a été perdu. Parmi ces mystères se trouve l'écriture de l'Indus, gravée sur des sceaux et des fragments de poterie retrouvés au cœur de cités oubliées comme Mohenjo-Daro et Harappa. De minuscules symboles, soigneusement ordonnés, se répètent, laissant deviner une logique, une langue codifiée. Pourtant, aucune traduction n'a jamais pu en être tirée. Aucun texte bilingue, aucun parallèle ne nous permet de les comparer aux écritures connues. Nous savons que ces cités, vieilles de plus de 4000 ans, étaient organisées, dotées de rues rectilignes, de systèmes d'eau complexes, d'un urbanisme presque moderne. Mais nous ne savons rien de leurs pensées, de leurs mythes, de leur mémoire, comme si une civilisation entière avait parlé dans une langue scellée, laissant derrière elle seulement des signes vides de sens. Un autre silence se déploie avec le linéaire A découvert en Crète.
Cette écriture, utilisée par la civilisation minoenne, recouvrait des tablettes d'argile, des objets sacrés, des jarres. Elle fut remplacée plus tard par le linéaire B, que l'on a pu déchiffrer et rattacher au grec ancien. Mais le linéaire A, lui, reste fermé, comme si les Minoens avaient appartenu à un monde dont la langue n'avait aucun héritier. On lit les signes, on les classe, on les compare, mais le sens demeure absent. Derrière ces symboles se cache peut-être une conception du divin, du monde et de l'homme, que nous ne connaîtrons jamais. Leur silence devient un gouffre, un peuple brillant, commerçant sur toute la Méditerranée, dont la voix est réduite à des traits indéchiffrables. Dans les forêts tuevoran du Honduras, au cœur des ruines mayas, des glyphes ornent les temples et les stèles. Pendant longtemps, eux aussi étaient vains de muer. Les missionnaires brûlèrent la plupart des codex, effaçant presque tout ce que ces peuples avaient en écrit. Pendant des siècles, les glyphes mayas furent des images mystérieuses, où l'on devinait des étoiles, des guerriers, des dieux. Ce n'était que récemment que leur sens a commencé à s'ouvrir. Mais même aujourd'hui, de nombreuses inscriptions échappent à notre compréhension. Elles rappellent que la mémoire des civilisations peut être brisée par l'oubli, ou volontairement détruite, et que parfois il ne reste qu'un murmure d'images dont nous ne comprenons plus la langue. Les signes rongo-rongo de l'île de Pâques ajoutent un autre mystère. Gravés sur des tablettes de bois, ils ressemblent à une écriture, avec des symboles répétés ordonnés en ligne. Mais là encore, aucune traduction n'existe. Certains pensent que c'est un langage véritable, d'autres un code rituel, un ensemble de symboles religieux réservés aux initiés. Les rares tablettes encore conservées y sont insuffisantes pour bâtir un dictionnaire. Les missionnaires détruisirent presque tout, et avec eux disparut la mémoire des chants qui donnaient vie à ces signes. Ainsi le peuple des Moaï a parlé une langue qui se tait à jamais, et nous ne pouvons que contempler des dessins alignés sans pouvoir les entendre. Ces écritures perdues ne sont pas de simples curiosités. Elles sont la preuve qu'une part de la pensée humaine nous échappe totalement. Nous pouvons reconstruire les murs, dater les poteries, analyser les ossements, mais sans la langue, nous ne touchons pas l'âme d'un peuple. Une langue est une vision du monde, une manière de dire l'invisible. Que reste-t-il d'une civilisation lorsque ces mots s'effacent? Des pierres, certes, mais sans voix, elles deviennent des coquilles vides. Les langages indéchiffrés sont les témoins d'un monde intérieur que nous ne connaîtrons jamais. On pourrait croire qu'avec assez de patience et de science, toutes ces écritures finiront par céder leurs secrets. Mais il est possible qu'elles soient des labyrinthes sans sortie. Peut-être appartenaient-elles à des systèmes de pensée si différents des nôtres que nous n'avons aucun point de comparaison. Peut-être étaient-elles destinées à des usages rituels, ésotériques, compréhensibles seulement pour une élite, et volontairement cryptées. Ou peut-être, plus troublantes encore, sont-elles les héritages d'une culture plus ancienne encore, une race oubliée dont les mots n'ont plus aucun écho dans nos langues modernes? Le mystère ne réside pas seulement dans ces écritures. Il habite aussi les symboles universels qui se répètent partout sur la Terre, spirales, cercles, croix, étoiles, gravés dans les grottes, tracés sur les poteries, inscrits sur les temples. Ces motifs semblent traverser les millénaires, comme si un langage secret, partagé entre peuples très éloignés, existait avant même nos alphabets. Était-ce une forme d'écriture primordiale, une manière commune de représenter le cosmos, ou bien la survivance de signes transmis par une culture originelle, effacée mais toujours présente dans nos gestes les plus anciens? Chaque signe muet est une frontière. Nous sommes face à des portes qui ne s'ouvrent pas mais dont nous devinons la profondeur. Derrière elles se trouvent peut-être les récits d'événements oubliés, des chroniques d'un peuple disparu, des mémoires d'une origine antérieure. Peut-être parle-t-elle d'un déluge, d'un cataclysme ou d'une migration venue d'ailleurs. Nous ne saurons jamais tant que les symboles resteront clos. Mais leur mutisme est déjà une réponse. Il nous rappelle que notre histoire écrite n'est pas l'histoire entière, mais seulement la partie lisible. Ainsi, ces langages qui ne se déchiffrent pas s'ajoutent aux ruines muettes et aux monuments impossibles. Ensemble, ils composent une symphonie incomplète, faite de silence et d'échos. Ils nous forcent à admettre que nous marchons sur des fragments d'un monde plus vaste, dont nous ne connaissons ni les noms ni les récits. De ces signes muets naît une autre énigme. Car s'ils existent, s'ils témoignent d'un savoir perdu, alors peut-être avaient-ils aussi une carte du monde, une connaissance des terres et des mers bien avant nous. Et certaines cartes anciennes, impossibles à expliquer, semblent confirmer cette intuition. Le mystère des langages indéchiffrés mène ainsi vers un autre silence,
celui des cartes qui ne devraient non pas exister. Dans les salles obscures des bibliothèques anciennes dorment des parchemins jaunis, des rouleaux fatigués, des fragments de cartes marqués par le temps. Certaines de ces cartes se contentent de tracer des contours familiers, des rivages connus des marins. Mais d'autres, plus rares, portent en elles un vertige. Elles montrent des territoires qui n'auraient pas dû être connus, des formes de continents qui ne devraient pas exister dans la mémoire humaine à l'époque où elles furent tracées. Ces documents semblent contenir un savoir plus ancien, comme si les mains qui les ont copiés n'étaient que les héritières d'une connaissance venue d'un passé oublié. Parmi elles, la carte de Piri Reis occupe une place singulière. Dessinée en 1513 par un amiral ottoman, elle représente avec une précision surprenante les côtes de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Mais ce n'est pas cela qui trouble le plus. Elle montre aussi une portion de l'Antarctique sans glace, comme si celui qui avait tracé ses contours l'avait connu avant que les glaces ne recouvrent ses rivages, il y a des millénaires. Piri Reis lui-même affirma qu'il avait utilisé des cartes plus anciennes, héritées de sources disparues. Si tel est le cas, alors d'où venaient ces documents? Quelle mémoire cartographique précéda l'ère des grandes découvertes? Une autre carte étrange est celle d'Oronsfine, réalisée au XVIe siècle. Elle aussi représente l'Antarctique avec des côtes libres de glace, détaillant des baies et des montagnes qui n'ont été confirmées que par des relevés modernes. Était-ce une simple coïncidence, une imagination cartographique, ou bien l'écho d'une géographie antérieure, connue d'un peuple oublié? L'Antarctique fut officiellement découvert au XIXe siècle. Comment, 3 siècles plus tôt, pouvait-on en dessiner les contours? Le mystère ne s'arrête pas là. D'autres cartes anciennes, comme celle de Hadj Ahmed ou de Zeno, décrivent encore des terres étranges, parfois disparues, parfois confondues avec des îles mythiques. Des continents apparaissent là où il ne devrait y avoir que l'océan. Certaines évoquent des îles au milieu de l'Atlantique, vastes et détaillées, comme si elles avaient été connues d'anciens navigateurs. Or, ces îles ne figurent pas dans la géographie actuelle. Elles rappellent les récits de terres englouties, l'Atlantide ou d'autres continents perdus, qui auraient été effacés par les eaux, mais qui survivent encore dans la mémoire cartographique de peuples disparus. Ces anomalies tarsent et troublent dans la logique comme en historique. Comment imaginer que des hommes du Moyen Âge ou de la Renaissance aient pu représenter des territoires que leurs contemporains ignoraient? L'explication la plus simple est celle donnée par Piri Reis. Ils n'ont pas inventé, mais recopié. Ils ont hérité d'un savoir plus ancien, transmis de manuscrit en manuscrit, traversant les âges comme un fil fragile. Mais si ces cartes proviennent d'archives perdues, qui étaient donc ces premiers géographes capables de cartographier un monde qu'ils n'auraient même pas pu explorer, il existe une hypothèse troublante, qu'avant nos civilisations connues, un peuple maîtrisait déjà la navigation, connaissait les astres, mesurait les distances et parcourait les mers. Un peuple disparu, mais dont les cartes auraient survécu comme des reliques silencieuses. Cette idée ne se fonde pas seulement sur les cartes elles-mêmes, mais aussi sur des indices dispersés, les connaissances astronomiques des anciens Égyptiens, les mythes de navigateurs venus des étoiles dans les traditions polynésiennes, les récits de voyageurs fabuleux qui instruisirent les peuples côtiers. Les cartes impossibles portent une autre énigme. Elles semblent parfois montrer des terres qui ne sont plus visibles aujourd'hui, des continents engloutis, des îles disparues peintes sous les flots. Ces représentations coïncident étrangement avec les récits universels de déluge, présents dans presque toutes les cultures. Les mythes mésopotamiens, la Bible, les légendes grecques, les traditions mayas et hindoues parlent tous d'eaux déchaînées qui engloutirent des mondes entiers. Et si ces cartes n'étaient pas des erreurs, mais des mémoires figées d'un temps où ces terres existaient encore? Certains chercheurs ont noté que plusieurs de ces cartes anciennes respectent des proportions qui ne furent officiellement établies que bien plus tard. Elles témoignent d'une maîtrise de la géométrie sphérique, comme si leurs auteurs connaissaient déjà la rotondité de la Terre et savaient en temps calculer les dimensions. Cela suggère que l'héritage cartographique provenait d'une science antérieure, effacée par les âges mais transmise de manière fragmentaire. Ces cartes, si elles disent de vrai, redessinent notre histoire. Elles nous forcent à envisager que les peuples préhistoriques n'étaient pas des communautés isolées, limitées à leurs vallées et leurs forêts, mais les héritiers ou les témoins d'une civilisation plus ancienne, plus vaste, dont le savoir fut brisé par un cataclysme. Leurs descendants, incapables de comprendre totalement cet héritage, en auraient préservé des fragments, sans en saisir toute la portée.
Le mystère des cartes impossibles n'est pas seulement géographique, il est symbolique. Une carte est plus qu'un dessin, c'est une représentation du monde. Ces documents nous disent que d'autres, avant nous, ont regardé la Terre avec un œil global, comme si elle avait déjà été explorée, mesurée, comprise. Leur existence suggère une conscience planétaire que nous pensions réservée à notre modernité. Et si ces cartes étaient les vestiges d'une mémoire plus ancienne que Sumer, plus ancienne que l'Égypte, plus ancienne même que la simple idée de civilisation? Peut-être témoignent-elles d'un âge oublié, celui d'un peuple dont le savoir se perdait dans les brumes d'un monde englouti. Leur silence est d'autant plus puissant qu'il est précis. Les lignes tracées sur ces parchemins ne relèvent pas de l'imagination. Elles correspondent à des rivages réels, parfois invisibles aux époques où elles furent copiées. Ainsi, les cartes impossibles ne sont pas de simples curiosités. Elles sont des fragments, des éclats d'un miroir brisé. En les contemplant, nous avons l'impression d'apercevoir un autre monde, enfoui sous les vagues et sous le sable du temps. Elles nous disent qu'avant nos récits écrits, avant nos chronologies rassurantes, un autre regard parcourait déjà la Terre, un regard que nous avons oublié. Mais si ces cartes existaient, alors ce savoir ne pouvait se limiter aux mers et aux rivages. Ceux qui les ont tracées devaient aussi connaître les cieux, mesurer les étoiles, lire dans la danse des astres des indications pour guider leur voyage. Le mystère des cartes impossibles nous conduit ainsi vers une autre énigme, celle des savoirs astronomiques qui semblent trop anciens pour être expliqués. Il existe dans le monde des monuments de pierre si vastes, si précis, si étonnants, qu'ils semblent défier la logique des outils et des connaissances que nous attribuons aux peuples de leur époque. Ces bâtisseurs, dont le nom s'est perdu dans les sables du temps, possédaient un savoir qui, à nos yeux modernes, paraît presque surnaturel. Et pourtant, il ne s'agit pas de magie. Ces structures existent encore, palpables, mesurables, bien réelles. Ce qui est mystérieux, c'est le degré de connaissance qu'elles supposent, un art de l'architecture, de l'alignement et de l'orientation qui ne cadre pas avec les récits traditionnels de l'histoire. Les pyramides de Gizeh, par exemple, restent un mystère insoluble. Leur taille, leur géométrie, leur orientation vers les points cardinaux témoignent d'une maîtrise hors du commun. La grande pyramide est alignée avec une précision qui étonne encore nos ingénieurs. Comment des hommes, censés travailler avec des outils rudimentaires, ont-ils pu élever un tel monument, assembler des blocs gigantesques et surtout l'orienter avec une exactitude si parfaite? Certains chercheurs affirment que l'édifice encode des proportions liées à la Terre elle-même, comme si ses bâtisseurs avaient une connaissance approfondie de la planète et de son rapport au cosmos. Était-ce le fruit d'un savoir hérité d'ailleurs, transmis par une civilisation antérieure? Mais l'Égypte n'est pas seule à poser de telles questions. À travers le monde, on retrouve des structures comparables, où l'architecture dépasse ce que l'on attend de peuples supposés primitifs. À Stonehenge, en Angleterre, les cercles de pierre dressés il y a plus de 4000 ans révèlent un alignement avec les solstices et les cycles lunaires. Ce monument n'est pas une simple assemblée de blocs, il est une machine cosmique, un calendrier de pierre. Ceux qui l'ont construit n'étaient pas seulement des ouvriers robustes, mais des observateurs attentifs du ciel, capables de relier leurs édifices à la course des astres. En Amérique du Sud, les temples et observatoires mayas poursuivent ce mystère. À Chichen Itza, la pyramide de Kukulkan est orientée de telle sorte qu'aux équinoxes, l'ombre du soleil dessine l'image d'un serpent descendant les marches. Cette précision astronomique ne peut être le fruit du hasard. Elle révèle une compréhension intime des cycles solaires et une volonté de les inscrire dans la pierre pour l'éternité. Comment une civilisation, sans instruments modernes, pouvait-elle atteindre une telle exactitude? Là encore, l'impression est celle d'un savoir ancien, transmis et intégré dans la culture, mais dont l'origine demeure insaisissable. Le savoir des bâtisseurs ne s'exprimait pas seulement dans l'alignement avec les astres. Il se manifestait aussi dans l'art de manipuler des masses colossales. À Baalbek, au Liban, d'énormes blocs de plusieurs centaines de tonnes forment les fondations d'un temple. Leur taille dépasse l'imaginable, et pourtant ils sont parfaitement taillés et ajustés. Même nos machines modernes auraient du mal à déplacer de telles pierres. Alors comment expliquer que des peuples anciens aient pu le faire? Certains affirment que des techniques oubliées de levage ou de déplacement étaient bien connues, peut-être transmises par des traditions plus anciennes, disparues dans le brouillard du temps. À Cusco, au Pérou, les murs cyclopéens de Sacsayhuaman révèlent un autre aspect de ce savoir perdu.
Les pierres, taillées de manière irrégulière mais ajustées avec une précision parfaite, s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle tridimensionnel. Pas de mortier, pas de liant, mais une stabilité qui a traversé les siècles et les séismes. Les bâtisseurs savaient comment sculpter la pierre pour qu'elle s'unisse d'elle-même, comme si elle avait été ramollie ou façonnée selon une technique que nous ne connaissons plus. Ce type de construction dépasse notre compréhension, car il suppose une maîtrise de la matière et des forces naturelles que nous ne retrouvons pas dans nos récits classiques. Ces monuments ne sont pas isolés. Ils se répondent à travers les continents, comme s'il existait une tradition universelle partagée par des peuples éloignés mais animés par un même savoir. De l'Égypte aux Andes, de l'Angleterre aux îles du Pacifique, les pierres portent les mêmes signatures: alignement céleste, proportions harmonieuses, ajustement impossible. Cette répétition ne peut être une simple coïncidence. Elle suggère que les bâtisseurs, où qu'ils se trouvent, puisaient à une source commune. Était-ce le résultat d'un contact oublié entre ces peuples, ou bien l'héritage d'une civilisation plus ancienne, qui transmit ce savoir avant de disparaître? Un autre mystère entoure ces bâtisseurs: la symbolique qu'ils ont laissée. Partout, les monuments ne se contentent pas d'être utiles ou esthétiques. Ils incarnent une vision du monde, une relation entre la terre et le ciel. Ils sont des ponts entre l'humain et le divin, entre le visible et l'invisible. Leurs proportions semblent obéir à des lois universelles, comme si elles reflétaient une connaissance des harmonies cosmiques. Cette conception, que nous croyons moderne, était déjà inscrite dans leurs pierres. Cela laisse entendre que ces peuples n'étaient pas seulement des techniciens, mais des sages, porteurs d'une science sacrée où l'architecture et le cosmos se rejoignaient. Ce savoir perdu des bâtisseurs a peut-être été brisé par des catastrophes. Les traditions parlent souvent de déluges, de tremblements de terre, de feux venus du ciel qui détruisirent des mondes entiers. Si une civilisation antérieure avait atteint ce degré de connaissance, elle aurait pu disparaître dans un cataclysme, laissant seulement ses monuments comme témoins. Les peuples ultérieurs, retrouvant ces ruines, les auraient en vénérées, intégrées à leur culture, mais sans comprendre pleinement leur origine. Ainsi, les bâtisseurs véritables resteraient invisibles, remplacés dans nos récits par ceux qui héritèrent de leurs œuvres. Aujourd'hui encore, nous tentons de reconstituer ce savoir. Nous mesurons, nous analysons, nous comparons. Mais à chaque découverte, nous nous heurtons au même vertige. Ces bâtisseurs connaissaient en fait des choses que nous croyons récentes. Ils savaient orienter leurs monuments selon les étoiles, manipuler la pierre avec une précision extrême et concevoir des édifices capables de défier le temps. Leur savoir, pourtant, s'est perdu. Il ne reste que des échos, des pierres silencieuses qui nous interrogent. Leur silence est une invitation. Peut-être que ce savoir n'a pas totalement disparu, mais qu'il repose encore, enfoui dans les mythes, les traditions, ou même dans nos intuitions les plus anciennes. Il nous rappelle que notre civilisation n'est pas le sommet d'une progression linéaire, mais peut-être seulement une reprise, un cycle parmi d'autres. Et si nous pouvions entendre la voix des bâtisseurs, que nous diraient-ils? Peut-être nous parleraient-ils de leurs maîtres, de ceux qui leur renseignèrent à mesurer le ciel et à tailler la pierre. Car derrière ces œuvres se cache une question encore plus troublante. D'où venait ce savoir? Était-il le fruit de générations patientes, ou bien l'héritage direct d'une race oubliée, disparue avant Sumer, mais qui laissa dans la pierre les traces de son passage? Le chemin que nous suivons nous mène désormais vers les mythes. Car là où les pierres d'Ozen se taisent, les récits continuent de parler. Et ces récits, dispersés à travers les continents, évoquent souvent la même chose: l'existence de races antiques, parfois divines, parfois humaines, mais toujours énigmatiques. Il est une vérité silencieuse qui traverse toutes les traditions du monde. Presque chaque peuple, dans ses chants et dans ses légendes, se souvient d'être venu avant lui. Ces figures ne sont pas de simples dieux, ni de simples héros. Elles sont décrites comme des races entières, parfois humaines, parfois proches de l'homme, mais différentes. Elles apparaissent dans le récit des origines, elles enseignent, elles règnent, puis elles disparaissent. Ce que l'on appelle mythe pourrait n'être qu'un écho déformé de souvenirs très anciens, transmis de bouche en bouche à travers des millénaires jusqu'à devenir des histoires sacrées. Derrière ces récits, une question persiste. Et si ces races antiques avaient réellement existé? Chez les Grecs, on parle des âges successifs de l'humanité. Avant l'âge de fer où nous vivons, il y eut un âge d'or, un âge d'argent, un âge de bronze. À chaque cycle correspondait un type d'homme, une race différente créée et détruite par les dieux. Les hommes de l'âge d'or vivaient dans une harmonie parfaite, sans labeur ni souffrance. Ils disparurent, remplacés par d'autres,
plus fragiles, plus mortels. Ce schéma cyclique, où plusieurs humanités se succèdent, suggère que les Grecs eux-mêmes se percevaient comme les derniers héritiers d'un monde beaucoup plus ancien. Dans les traditions hindoues, on retrouve la même idée. Les textes védiques évoquent Dokle Yuga, grand cycle cosmique où l'humanité renaît à chaque fois. Des races d'hommes plus purs, plus lumineux, vivant aux premiers âges, capables de communiquer avec les dieux et de comprendre les lois universelles. Avec le temps, la connaissance s'éteignait et les hommes devenaient plus faibles, plus ignorants. Nous vivrions aujourd'hui dans le dernier de ces âges, le Kali Yuga, un temps de déclin, où la mémoire des premiers âges n'est plus qu'un lointain reflet. Les peuples d'Amérique centrale parlaient eux aussi de cycles. Pour les Mayas et les Aztèques, le monde avait connu plusieurs soleils. Chaque soleil représentait une humanité différente, détruite par un cataclysme, le feu, l'eau, la nuit, le vent. À chaque fois, une nouvelle race d'hommes apparaissait différente de la précédente. Les récits des anciens Mexicains parlent de géants qui vécurent tant sous le soleil de la pluie, des êtres immenses continents qui disparurent lors d'un temps d'effondrement du ciel. Ces figures mythiques rejoignent les traditions du monde entier, qui parlent de races de géants, êtres d'une force et d'une taille surhumaine, effacés avant que notre humanité ne commence. Dans les récits bibliques, on trouve une trace similaire. Avant le déluge, dit-on, des êtres étranges habitaient la terre, les Néphilim, parfois traduits comme des géants, parfois comme des fils des dieux unis aux chevilles des hommes. Leur présence était perçue comme une anomalie, une transgression. Leur disparition fut scellée par le cataclysme. Là encore, le mythe suggère qu'une autre race, différente de l'homme actuel, occupa un temps la surface du monde. En Afrique de Boulek, les Dogons du Mali racontent une histoire fascinante. Selon eux, leurs ancêtres reçurent dans la visite d'êtres venus des étoiles de Sirius, des entités qu'ils appelaient les Nomos. Ces êtres leur enseignèrent les secrets de l'univers, de l'agriculture, de l'ordre du monde. Ce qui trouble, c'est que les Dogons possédaient en eux depuis longtemps une connaissance précise du système stellaire de Sirius, y compris de l'existence d'une étoile invisible à l'œil nu que les astronomes modernes ne découvrirent que beaucoup plus tard. Était-ce le fruit d'une observation attentive ou la trace d'un savoir plus ancien, transmis par une source inconnue? Dans les mythes polynésiens, on parle souvent de visiteurs célestes, de navigateurs divins venus des profondeurs du ciel et des mers. Ces figures ne sont pas décrites comme des dieux immatériels, mais comme des êtres tangibles, différents, qui apportèrent aux hommes des connaissances nouvelles. Ils étaient les premiers navigateurs, capables de franchir des distances immenses, et leur souvenir resta imprimé dans la mémoire des peuples insulaires. L'idée de race antique apparaît aussi dans les traditions nordiques. Les Eddas racontent l'existence de géants primordiaux, les Jötnar qui précédaient même l'ordre du monde. Ces géants étaient longtemps liés aux forces brutes de la nature, aux glaces, au feu, aux océans. Les dieux eux-mêmes durent lutter contre eux pour instaurer l'ordre. Derrière ces récits cosmiques, on peut entrevoir la mémoire de peuples ou d'êtres que les ancêtres germaniques percevaient comme autres, plus anciens, plus puissants. Tous ces mythes convergent vers une même impression. Avant notre humanité actuelle, il y eut d'autres humanités. Elles étaient plus grandes, plus sages ou plus terribles. Elles régnèrent sur la terre, mais elles disparurent, effacées par le temps ou par un cataclysme. Nous serions seulement les dernières venues, héritiers de leurs terres, de leurs ruines et peut-être de leurs fragments de savoir. Ce qui trouble davantage, c'est que certains vestiges archéologiques semblent donner un écho matériel à ces récits. On a retrouvé dans plusieurs régions du monde des ossements humains anormalement grands, aujourd'hui disparus ou contestés. On a découvert des structures qui semblent avoir été conçues pour des êtres plus imposants que nous. On a mis au jour des légendes si anciennes qu'elles paraissent devenir d'une mémoire plus profonde que l'histoire écrite. Tout cela pourrait n'être que des illusions, des coïncidences, mais l'insistance des traditions est frappante. Peut-être ces mythes ne sont-ils pas des inventions, mais des souvenirs transformés par les siècles. La mémoire humaine n'oublie jamais complètement. Elle transforme, elle enrobe de symboles, mais elle conserve un noyau de vérité. Les races antiques des récits pourraient donc être les reflets d'un peuple oublié, effacé par les catastrophes, mais dont la trace survécut dans les chants et les histoires. Si tel est le cas, alors notre propre civilisation n'est pas la première. Elle n'est qu'une réécriture, une reprise d'un cycle beaucoup plus ancien. Et dans ce cycle, d'autres races ont marché avant nous, laissant derrière elles des ruines, des langues perdues, des savoirs mystérieux.
Ce que nous appelons mythe pourrait être la mémoire brisée d'une humanité qui ne fut pas la nôtre, mais dont nous portons encore l'écho. Ces mythes ouvrent une autre porte, encore plus inquiétante, car si ces races antiques ont existé, si elles ont laissé leur empreinte dans nos récits, alors peut-être certaines n'ont pas totalement disparu. Peut-être continuent-elles à se cacher dans nos traditions, dans les profondeurs des océans ou dans les montagnes inaccessibles. Leur silence serait alors volontaire, comme celui d'être retiré dans l'ombre, mais jamais totalement absent. Et si ces êtres antiques avaient bâti des cités entières, aujourd'hui disparues, englouties par les mers ou recouvertes par les jungles? Les mythes ne parlent pas seulement de races, mais aussi de mondes entiers perdus. Ainsi, la piste des races antiques nous mène naturellement vers une énigme encore plus vaste, celle des civilisations englouties, dont les échos persistent dans les récits de tous les peuples. Dans les récits les plus anciens de l'humanité surgissent des êtres dont la taille dépasse la mesure humaine. Ils sont décrits comme des géants, des figures à la fois fascinantes et effrayantes qui se tenaient cran sur la terre avant que notre race ne s'impose. Ces géants ne sont pas de simples inventions poétiques. Leur image apparaît partout, du Proche-Orient à l'Amérique, de l'Europe aux îles lointaines. Ils sont associés au commencement, aux premiers âges du monde, et leur disparition est presque toujours liée à un cataclysme ou à la colère des dieux. Derrière ces récits dispersés, une même silhouette se dessine, celle d'une race antérieure, plus grande, plus forte, mais condamnée à disparaître. Dans la tradition biblique, les Néphilim sont mentionnés comme des êtres puissants, nés de l'union des fils de Dieu et des filles aussi des hommes. Leur taille et leur force étaient telles qu'ils dominaient quand la terre, mais leur présence était perçue comme une souillure, une transgression. Le déluge, raconte-t-on, vint effacer leurs traces. Ce récit, bien qu'enveloppé de symboles, conserve une idée précise. Avant nous, il existait des hommes d'une autre nature dont la stature elle-même les séparait des mortels. Les récits grecs parlent eux aussi de géants, les géants fils de Gaïa, nés du sang d'Ouranos. Ils combattirent en les dieux de l'Olympe lors de la gigantomachie, une guerre primordiale qui opposa des êtres de taille colossale à des puissances célestes. Plus tard, les légendes d'Héraclès racontent encore des combats contre des hommes d'une stature hors du commun. Ces récits pourraient n'être que des métaphores, mais leur insistance à décrire des corps plus vastes que la mesure humaine interroge. Dans les terres nordiques, les Eddas évoquent les Jötnar, les géants du givre et du feu. Ils sont les premiers habitants du monde, antérieurs aux dieux eux-mêmes. Certains vivaient dans les montagnes, d'autres dans les glaces éternelles, et leur présence était à la fois créatrice et destructrice. Là encore, la mémoire de races immenses différentes des hommes actuels se lie aux origines du monde. En Amérique, les traditions amérindiennes évoquent elles aussi des géants. Les Paiutes du Nevada racontent qu'avant eux vivaient des hommes rouges, d'une taille colossale, féroces et cannibales. Ces géants auraient été chassés et enfermés dans une grotte que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Lovelock Cave. Des découvertes d'ossements atypiques et de sandales de grande taille alimentèrent ce récit, même si la science officielle préfère y voir des déformations légendaires. Mais pourquoi tant de cultures séparées inventeraient-elles la même figure ? En Afrique, certaines traditions parlent d'anciens rois de taille immense, dont les pas creusaient rares des traces dans la pierre. En Océanie, les légendes des Maoris mentionnent les Kahwi-Tipua, des géants capables de se transformer, qui parcouraient charmant les vallées avant l'arrivée des hommes actuels. Dans presque toutes les régions du globe, un souvenir similaire persiste, celui d'être plus grand, plus puissant que le temps où les dieux ont effacé. Parfois, l'archéologie ajoute son énigme. Au fil des siècles, des récits font état de squelettes déterrés, mesurant bien plus que la taille humaine normale. Ces récits, certes souvent anciens, sont aujourd'hui contestés ou oubliés, mais leur accumulation intrigue. Les voyageurs du Moyen-Âge, les explorateurs de la Renaissance, puis certains chercheurs du XIXe siècle rapportèrent des découvertes étranges, toujours liées à des ossements disproportionnés. Peut-être s'agissait-il d'erreurs, d'interprétations hâtives, ou peut-être étaient-ce les fragments réels d'une mémoire trop ancienne pour être acceptés. Le silence des géants n'est pas seulement archéologique, il est aussi symbolique. Ces figures incarnent l'excès, la grandeur perdue, le souvenir d'une humanité différente. Leur disparition est souvent liée à une faute ou à une catastrophe. Ils étaient trop grands, trop forts, trop éloignés de l'équilibre. Les dieux les effacèrent, ou la nature elle-même les engloutit.
Ainsi, ils deviennent une leçon mythologique, un rappel de la fragilité de toute grandeur excessive. Mais ce message pourrait cacher autre chose, la mémoire voilée d'une race qui exista réellement, et dont le souvenir fut transfiguré en mythe. Les géants représentent aussi un seuil. Ils ne sont ni tout à fait des dieux, ni tout à fait des hommes. Ils appartiennent à une zone intermédiaire où se brouille la frontière entre l'humain et l'autre. Leur stature même en fait des figures liminales, trop proches pour être totalement divins, trop différents pour être totalement humains. Ce flou, présent dans toutes les cultures, suggère qu'ils représentent un souvenir concret, transformé avec le temps en figure mythique. Et si ces géants avaient réellement vécu, leur disparition pourrait s'expliquer par un cataclysme naturel, un changement climatique brutal ou même une incompatibilité avec l'humanité émergente. Dans ce cas, leurs vestiges seraient rares, dispersés, et leur mémoire ne subsisterait qu'à travers les récits. Mais leur universalité, présente sur tous les continents, laisse entrevoir une origine commune. Peut-être l'écho d'une même humanité, disparue mais profondément ancrée dans la mémoire des peuples. Leur silence actuel est peut-être plus éloquent que leur récit. Car si les géants ont existé, ils nous disent donc que l'histoire de l'homme n'est pas unique, qu'elle est plurielle. Avant nous, d'autres formes ont foulé la terre, et leur effacement rappelle la fragilité de toute existence. Nous ne sommes pas le sommet d'une progression ininterrompue, mais les survivants d'un cycle, les derniers venus dans une suite d'humanités successives. Les géants du silence ne parlent pas, mais leur ombre demeure. Elle se projette dans nos contes, nos croyances, nos imaginaires. Chaque montagne, chaque vallée peut être un tombeau oublié. Chaque mythe un fragment de mémoire. Leur grandeur disparue résonne en nous comme une nostalgie. Et si nous n'étions pas seuls dans le fil du temps, mais les héritiers d'une lignée dont certains visages dépassaient de loin notre taille. Ce mystère des géants ouvre naturellement vers un autre. Car si des êtres si différents ont pu marcher sur la Terre, alors peut-être ont-ils bâti des mondes entiers, des cités aujourd'hui englouties. Leur souvenir se mêle à celui des civilisations disparues qui auraient régné avant même l'écriture. Ainsi, l'ombre des géants nous conduit vers une nouvelle énigme, celle des civilisations englouties, dont les vestiges se cachent peut-être encore sous les vagues ou sous les sables du temps. Il existe dans la mémoire des peuples un souvenir obsédant, celui de terres entières disparues sous les eaux, des continents effacés, des cités submergées, des mondes engloutis dont il ne reste que des récits et des songes. Presque toutes les traditions de l'humanité gardent la trace d'un grand cataclysme, d'un déluge universel qui aurait balayé des peuples et des savoirs. Ces récits, dispersés à travers les continents, ne sont pas identiques, mais ils partagent la même substance. Quelque chose de vaste et d'ancien fut englouti, et notre humanité actuelle ne serait que l'ombre de ce qui existait avant. Le plus célèbre de ces souvenirs est celui de l'Atlantide. Platon en parla comme d'une île immense, située au-delà des colonnes d'Héraclès, qui abritait une civilisation avancée, riche et puissante. Selon son récit, l'Atlantide disparut en une seule nuit, engloutie par les flots après avoir défié les dieux. Depuis des siècles, on cherche à savoir si ce récit est une pure allégorie ou le souvenir d'une terre réelle. Les hypothèses abondent. L'Atlantide aurait pu se situer dans l'Atlantique, en Méditerranée, près des Açores, ou même sous la glace de l'Antarctique, peu importe l'emplacement exact. Ce qui persiste, c'est l'idée d'une civilisation brillante, effacée brutalement, laissant derrière elle des échos et des ruines muettes. Mais l'Atlantide n'est pas seule. En Asie, les textes anciens parlent d'un continent englouti, nommé Kumarikandam, supposé s'étendre autrefois dans l'océan Indien. Ce territoire, selon les traditions tamoules, aurait été le berceau d'une civilisation très ancienne, disparue lors d'une montée des eaux. Les récits décrivent des villes, des ports, des royaumes prospères qui s'enfoncèrent dans la mer, forçant les survivants à migrer et à fonder de nouvelles cultures. Certains chercheurs modernes voient dans ces récits la mémoire d'événements géologiques réels liés à la fin de la dernière glaciation, quand les océans s'élevèrent fort de plusieurs dizaines de mètres, effaçant d'innombrables rivages. Au Japon, les ruines de Yonaguni, découvertes sous les eaux près d'Okinawa, rappellent étrangement ces légendes. Des structures en terrasse, des escaliers, des formes rectilignes semblent témoigner d'un travail humain. Si elles sont bien artificielles, elles dateraient dans de plus de 10 000 ans, une époque où la mer recouvrit ces terres. Cela placerait leur construction bien avant toutes les civilisations connues, dans un passé où l'humanité, supposée primitive, aurait déjà bâti des monuments monumentaux. Dans les Amériques, des récits indigènes évoquent aussi des mondes engloutis.
Les peuples andins parlent de cités disparues sous le lac Titicaca, dont certaines ruines ont effectivement été découvertes dans ses profondeurs. Les Mayas, dans leur tradition, racontent que leurs ancêtres venaient d'une terre perdue appelée Aztlán, parfois décrite comme une île, parfois comme un continent effacé par les eaux. Ces récits, en mêlant mémoire et mythe, semblent converger vers un même souvenir. Les origines châteaux de certains peuples se trouvent dans des terres aujourd'hui disparues. En Europe, d'autres légendes abondent. Les Bretons parlent de la cité engloutie par l'océan au large des côtes françaises. En Irlande, les récits évoquent des terres perdues nommées Yggdrasil, îles fantômes qui apparaissaient parfois aux navigateurs avant de disparaître à nouveau dans la brume. Ces histoires, qu'on pourrait considérer comme de simples contes, portent néanmoins la trace d'une angoisse universelle. La mer est capable d'effacer le monde. Les civilisations englouties ne sont pas seulement un mythe collectif. Elles trouvent parfois un écho dans les découvertes archéologiques. Sur plusieurs littoraux du monde, on retrouve des vestiges immergés. Murs, rues de pavés, temples. En Inde, au large de Dwarka, des ruines sous-marines suggèrent l'existence d'une cité antique mentionnée dans les épopées. Ces découvertes rappellent que, durant les millénaires qui suivirent la fin de la dernière glaciation, des centaines de cités côtières ont pu être englouties par la montée des océans. Ce que nous appelons mythe pourrait donc être, en partie, un souvenir transmis de ces événements réels. Si des civilisations furent effacées par les eaux, que laissent-elles derrière elles? Des pierres noyées, des récits fragmentés et surtout un vide. Car si elles ont existé, elles ont aussi porté un savoir, une science, une vision du monde. Leur disparition brutale explique peut-être pourquoi nous retrouvons dans les civilisations plus récentes des traces de connaissances trop avancées pour leur époque. Les bâtisseurs d'Égypte, de Mésopotamie ou d'Amérique auraient-ils hérité de fragments venus d'un monde précédent, submergé et oublié? Les mythes de déluge universel prennent ici une autre couleur. Dans la Bible, le déluge efface une humanité corrompue. Dans l'épopée de Gilgamesh, les dieux détruisent dans le monde par les eaux. Chez les Grecs, Deucalion et Pyrrha survivent à un cataclysme qui recouvre la terre. En Amérique, les peuples parlent eux aussi d'eau qui monte et détruisent Melantu. Ces récits ne sont peut-être pas seulement symboliques, ils pourraient être les souvenirs transformés d'un événement géologique global. Le passage de l'ère glaciaire à notre ère actuelle fut marqué par des bouleversements climatiques violents, par des inondations massives. L'humanité dispersée mais consciente aurait conservé le souvenir de ce traumatisme dans ses mythes. Les civilisations englouties sont plus qu'un rêve perdu. Elles sont une hypothèse troublante sur nos origines. Si un monde prospère a existé avant le nôtre, alors nous ne sommes pas les pionniers de la civilisation, mais seulement ses héritiers tardifs. Nous vivons dans les décombres invisibles d'un âge plus ancien, dont les ruines reposent sous les vagues. Ce qui nous échappe, c'est la profondeur de ce silence. Car si ces civilisations ont existé, elles étaient dotées d'une culture, de langue, d'art, de science. Leur disparition ne fut pas seulement matérielle, mais spirituelle. Un monde entier s'éteignit, laissant ses survivants mutilés de mémoire, obligés de recommencer depuis les ruines. Peut-être est-ce cela qui explique la discontinuité de notre histoire, les sauts étranges, les anomalies, les savoirs précoces. Nous aurions hérité non pas d'une progression linéaire, mais des fragments d'un âge englouti. Ces fragments, nous les retrouvons parfois dans les mythes, parfois dans les pierres, parfois dans les savoirs astronomiques ou mathématiques de peuples supposés primitifs. Ce qui se cache derrière eux, c'est la possibilité que l'humanité soit beaucoup plus ancienne et qu'elle ait connu plusieurs cycles de grandeur et de destruction. Ainsi, les civilisations englouties ne sont pas seulement un décor romantique pour nos légendes, elles sont peut-être la clé d'une vérité plus vaste, l'idée que notre monde n'est pas unique, mais le dernier reflet d'une longue succession de mondes. Et si ces civilisations avaient existé, alors elles n'auraient pas seulement laissé des ruines sous-marines, elles auraient aussi légué des anomalies, des décalages, des vestiges qui défendent notre chronologie officielle. En suivant la piste des mondes engloutis, nous arrivons naturellement vers une autre énigme, celle des anomalies du temps archéologique. Ces découvertes qui ne s'inscrivent pas dans la logique que nous croyons immuable. Il existe, enfouis dans les strates de la Terre, des fragments qui ne s'accordent pas avec notre récit officiel. Des objets, des ossements, des traces de pas, des structures surgissent parfois dans des couches de sol où ils ne devraient pas exister.
On les appelle anomalies, curiosités ou parfois même erreurs d'interprétation. Pourtant, elles persistent, silencieuses, et rappellent que notre chronologie pourrait être incomplète, peut-être même fausse dans son ordre. Ces anomalies les troublent sentant la certitude que nous plaçons dans le temps archéologique, cette grande échelle que nous croyons solide, mais qui, à certains endroits, se fissure. Parmi ces énigmes se trouvent des artefacts découverts à des profondeurs improbables. Au XIXe siècle, dans les mines de charbon d'Amérique, des ouvriers rapportèrent avoir trouvé des objets métalliques incrustés dans des couches géologiques vieilles de millions d'années. Des clous, des sphères, des fragments forgés semblant avoir été travaillés par une main humaine. Si ces récits sont exacts, ils remettent en question tout ce que nous croyons savoir. Comment des objets manufacturés pouvaient-ils se trouver dans des strates si anciennes, bien avant l'apparition supposée de l'homme moderne ? La science officielle rejette ces témoignages, préférant les reléguer au rang d'erreurs ou de canulars. Mais l'accumulation d'histoires semblables laisse une impression persistante, comme un murmure d'un monde enfoui que nous ne voulons pas voir. Les sphères de Klerksdorp, découvertes en Afrique du Sud, ajoutent une autre énigme. Ce sont de petites boules métalliques, parfaitement sphériques, certaines orcas striées d'un trait de rainure, retrouvées dans les fouilles dans des dépôts de rocheux, vieux de plusieurs milliards d'années. Les géologues y voient des formations naturelles, fruits de processus géologiques complexes. Mais leur symétrie et leur régularité troublent, car elles ressemblent à des objets façonnés. Leur présence dans une époque où ni l'homme ni aucune civilisation ne devrait exister ouvre la porte à une hypothèse vertigineuse. Et si le temps archéologique n'était pas linéaire, et si des peuples avaient vécu bien avant nous, effacés, sans laisser d'autres traces que ces énigmes minérales? Il y a aussi les empreintes de pas fossilisées, trouvées notamment dans des couches où seuls des animaux préhistoriques auraient dû exister. Dans certaines régions des États-Unis, on a découvert des traces semblant humaines, mêlées à celles de dinosaures. Si elles sont authentiques, elles définissent tout ce que nous pensons savoir de la préhistoire. L'homme et le dinosaure n'auraient jamais dû coexister, et pourtant des marques persistent, gravées dans la pierre. Ces anomalies troublent non seulement l'histoire de l'homme, mais aussi celle de la vie sur Terre. Certaines anomalies sont plus discrètes, mais tout aussi dérangeantes. Des cartes anciennes montrent des régions de la Terre connues seulement grâce aux technologies modernes. Des statues représentent des hommes avec des traits étranges, parfois anachroniques, comme si elles reflétaient des visages venus d'autres âges. Des légendes parlent de machines, d'armes, de véhicules, dont la description rappelle étrangement des technologies contemporaines. Ces récits, pris isolément, pourraient n'être que des inventions. Mais leur récurrence à travers les cultures et les époques nourrit l'idée qu'un savoir disparu a précédé le nôtre. Il existe aussi des ruines qui ne s'intègrent pas dans la chronologie établie. À Tiahuanaco, en Bolivie, certains chercheurs estiment que les structures pourraient dater de bien plus de 10 000 ans, bien avant l'émergence des civilisations andines connues. À Gunung Padang, en Indonésie, des analyses récentes suggèrent que ce site mégalithique serait beaucoup plus ancien que les pyramides d'Égypte. Si ces datations sont exactes, elles brisent la ligne de progression officielle, repoussant de plusieurs millénaires les débuts de l'architecture monumentale. Les anomalies archéologiques ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, elles se cachent dans de petits détails. Une poterie trop avancée pour son époque, un métal travaillé avant l'âge du métal, un ossement humain dans une strate où il ne devrait pas être. Ces fragments isolés ne suffisent pas à renverser une chronologie entière, mais leur accumulation forme une mosaïque troublante. Comme si, sous la surface de l'histoire officielle, existait une autre trame, une autre mémoire qui ne se laisse deviner qu'à travers des fissures. Face à ces anomalies, deux attitudes coexistent. La première est celle du rejet. Ce qui ne cadre pas doit être une erreur, une illusion. La seconde est celle du doute. Peut-être que notre vision du temps est incomplète, peut-être que nous ne voyons qu'une partie du tableau. Car si des objets, des traces ou des monuments apparaissent hors de leur place, cela peut signifier que notre chronologie est fausse ou qu'elle ne raconte qu'une portion de l'histoire humaine. Ces anomalies pourraient être les indices d'un cycle oublié. Peut-être qu'avant nous, une autre humanité ou une autre race a foulé la terre, a construit, a forgé, puis a disparu sans laisser de mémoire claire. Peut-être que leurs traces, dispersées et incomprises, sont ces artefacts anachroniques que nous retrouvons parfois.
Notre refus de les intégrer à l'histoire viendrait de notre attachement à une continuité rassurante qui exclut l'idée de mondes entiers effacés. Le temps archéologique, avec ses dark-moistrades bien ordonnées, ses datations précises, nous donne l'illusion d'une stabilité. Mais chaque anomalie rappelle que le temps est plus fluide, plus complexe que ce que nous croyons. Les couches de la Terre ne parlent pas toujours le langage que nous voulons leur imposer. Elles contiennent des voix plus anciennes, des présences que nous ne comprenons pas encore. Ainsi, les anomalies du temps archéologique ne sont pas seulement des curiosités. Elles sont des fissures dans le mur de notre certitude. Elles nous forcent à regarder l'histoire autrement, à imaginer que l'homme n'est pas le premier ni le seul à avoir façonné ce monde. Elles ouvrent la porte à une hypothèse vertigineuse. Nous sommes peut-être les héritiers tardifs d'un cycle bien plus ancien, où d'autres civilisations, d'autres races ont déjà vécu et disparu. Et si ces anomalies errantes témoignent d'un savoir plus ancien, alors ce savoir ne pouvait pas se limiter à la pierre ou au métal. Il devait aussi s'exprimer dans la connaissance des cieux, dans la capacité à lire et à comprendre les mouvements des astres, car de nombreuses civilisations anciennes semblent avoir porté en elles une science astronomique trop avancée pour leur temps. Le chemin des anomalies nous conduit donc vers une autre énigme, les vestiges d'un savoir astronomique qui nous dépasse encore. Il est des monuments qui ne parlent pas seulement de pierre mais de ciel. Dans leurs proportions, dans leurs orientations, dans leurs alignements subtils, ils révèlent une science silencieuse, la connaissance des astres. Longtemps, nous avons pensé que l'astronomie était une discipline récente, née avec les savants grecs ou arabes, puis perfectionnée à l'époque moderne. Pourtant, à mesure que l'on contemple les vestiges du passé, une autre réalité s'impose. Dès l'aube de l'humanité, certains peuples maîtrisaient une compréhension profonde des cycles célestes. Ils savaient lire dans le ciel comme dans un livre, et ils inscrivaient ce savoir dans la pierre, de manière à ce qu'il survive au siècle. Ce savoir ancien trouble notre chronologie, car il paraît trop avancé pour son époque. Il évoque l'héritage d'un monde plus vieux, plus vaste, que nous avons oublié. Les alignements des pyramides de Gizeh en sont un exemple saisissant. La grande pyramide, dressée depuis des millénaires, est orientée avec une précision presque parfaite vers les 4 points cardinaux. Cette exactitude que nous atteignons aujourd'hui grâce à des instruments modernes suppose un savoir astronomique poussé. De plus, plusieurs chercheurs ont noté que les 3 grandes pyramides de Gizeh reproduisent l'alignement des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Était-ce un hasard ou la preuve que les bâtisseurs avaient déjà une conscience aiguë du ciel et de ses symboles ? Les anciens Égyptiens eux-mêmes affirmaient que leurs dieux venaient des étoiles et qu'ils avaient les bâtis en lien avec elles. La pierre semble leur donner raison. Plus loin, dans les plaines d'Angleterre, les cercles de Stonehenge racontent une autre histoire du ciel. Ces blocs dressés, disposés en un cercle majestueux, révèlent des alignements précis avec les solstices. Le soleil levant du solstice d'été se lève exactement entre 2 pierres principales, offrant un spectacle lumineux qui marquait le passage des saisons. Stonehenge n'était pas seulement un lieu rituel, c'était un observatoire, une machine à mesurer le temps et le mouvement des astres. Ceux qui l'ont construit avaient une vision claire des cycles solaires et lunaires, et ils les inscrivirent dans la pierre pour les transmettre aux générations futures. En Amérique, les vestiges mayas poursuivent cette même énigme. À Chichen Itza, la pyramide de Kukulkan révèle une connaissance astronomique saisissante. Lors des équinoxes, les rayons du soleil dessinent l'ombre d'un serpent ondulant sur l'escalier, un jeu de lumière calculé avec une précision remarquable. Les Mayas observaient dans les étoiles, prédisaient pour les éclipses, et leur calendrier était d'une exactitude stupéfiante. Comment un peuple que nous qualifions d'ancien put-il atteindre un tel degré de maîtrise, sans lunettes, sans télescope, sans instruments modernes ? Leur savoir semble hérité, comme si leurs ancêtres avaient reçu une mémoire astronomique qu'ils avaient entretenue et perfectionnée. En Amérique du Sud, à Nazca, des lignes gigantesques tracées dans le désert représentent des figures animales et géométriques. Mais certaines de ces lignes sont parfaitement alignées avec les solstices et d'autres événements célestes. Ces tracés ne sont visibles que du ciel, comme s'ils avaient été conçus pour des observateurs aériens ou pour dialoguer directement avec les dieux des étoiles. Leur but demeure inconnu, mais leur lien avec le ciel ne fait aucun doute. Là encore, une civilisation disparue avait tissé une relation intime entre la Terre et les astres. En Mésopotamie, berceau supposé de la civilisation, on retrouve des tablettes d'argile couvertes de calculs astronomiques. Elles révèlent une précision troublante.
Les Babyloniens connaissaient les mouvements des planètes et pouvaient prévoir certaines éclipses. Ils distinguaient déjà les orbites régulières et les anomalies, comme s'ils avaient observé le ciel depuis des siècles, voire des millénaires. Pourtant, l'histoire officielle nous dit que leur civilisation naquit il y a seulement quelques milliers d'années. D'où venait donc ce savoir, déjà si mûr au moment où il apparaît dans nos archives? Plus mystérieux encore, les Dogons du Mali conservent dans leur tradition une connaissance de l'étoile Sirius et de son compagnon invisible, Sirius B. Or, cette petite étoile ne fut découverte par l'astronomie moderne qu'au XIXe siècle, grâce à des instruments puissants. Comment un peuple africain, sans technologie moderne, pouvait-il savoir que Sirius avait un compagnon invisible à l'œil nu? Les Dogons affirment que ce savoir leur fut transmis par des êtres venus des étoiles. Était-ce une métaphore, un mythe, ou la survivance d'un savoir ancestral que nous ne comprenons pas encore? Le savoir astronomique ancien ne se limite pas à l'observation. Il se manifeste aussi dans la manière dont ces peuples concevaient le temps. Leurs calendriers n'étaient pas de simples outils pratiques. Ils reflétaient une vision cyclique, cosmique, où le destin humain était lié au mouvement céleste. Les Mayas voyèrent les cycles planétaires comme des rythmes sacrés, inscrivant la vie et la mort dans une danse éternelle. Les Égyptiens liaient la montée du Nil à l'apparition de Sirius, intégrant le fleuve et le ciel dans un même système de signes. Partout, le ciel était plus qu'un décor. Il était un livre sacré, que les anciens savaient lire avec une précision que nous redécouvrons seulement aujourd'hui. Ces vestiges troublent, car ils suggèrent que nos ancêtres n'étaient pas des observateurs naïfs, mais les héritiers d'un savoir ancien. Peut-être que ce savoir ne fut pas inventé par eux, mais transmis. Une civilisation plus ancienne, disparue avant l'histoire écrite, aurait pu explorer les cieux, mesurer les cycles, comprendre les étoiles. Ce savoir, fragmenté mais persistant, aurait survécu à travers les mythes, les monuments et les traditions. Et si tel était le cas, alors les peuples anciens ne furent pas les premiers astronomes, mais les gardiens d'une mémoire venue d'avant. Une mémoire qui, comme les pierres et les mythes, nous parle d'une civilisation oubliée. Ce savoir astronomique ouvre une question plus vaste. Si ces peuples connaissaient déjà les astres, n'avaient-ils pas aussi développé des techniques qui nous paraissent impossibles pour leur époque, car certains vestiges archéologiques semblent témoigner d'outils et de méthodes qui défient notre compréhension. Les civilisations anciennes paraissent avoir manipulé des technologies en avance sur leur temps, comme si elles avaient hérité de secrets perdus. Le fil de ce savoir nous conduit donc vers une nouvelle énigme, celle des technologies dissonantes dans l'Antiquité, ces traces de sciences oubliées qui ne devraient pas exister. Il arrive que le passé nous offre des fragments qui semblent trop en avance pour leur époque, des objets, des mécanismes, des vestiges qui paraissent appartenir à une ère plus moderne qu'à celle où ils furent découverts. Ces artefacts, que l'on appelle parfois objets hors de leur temps, brouillent la ligne du progrès humain tel qu'on le raconte. Ils suggèrent que nos ancêtres possédaient des savoirs et des techniques que nous pensions récents ou qu'ils avaient hérité d'une mémoire bien plus ancienne, effacée depuis. Ces anomalies ne sont pas seulement matérielles, elles questionnent la continuité de l'histoire et ouvrent la possibilité qu'un cycle technologique antérieur ait existé, brisé puis oublié. Le mécanisme d'Anticythère est sans doute l'exemple le plus célèbre de cette dissonance. Découvert dans une épave grecque vieille de plus de 2000 ans, il s'agit d'un ensemble de rouages complexes, conçus pour calculer les mouvements des astres, prévoir les éclipses et suivre le cycle des Jeux olympiques. Sa précision est telle qu'on le compare souvent à une horloge moderne. Pourtant, selon la chronologie officielle, un tel niveau de mécanique ne devait apparaître que plus d'un millénaire plus tard. Comment les Grecs avaient-ils pu concevoir une telle machine? Et si ce mécanisme n'était qu'un fragment, l'unique survivant d'une tradition plus vaste, héritée d'un savoir plus ancien encore? Un autre mystère est celui des piles de Bagdad, de petits objets datant de plus de 2000 ans, constitués d'un récipient en terre cuite, d'une tige de cuivre et d'une tige de fer. Certains chercheurs pensent qu'elles pouvaient produire une faible charge électrique, comme une pile rudimentaire. Leur usage reste inconnu. Servaient-elles à des rituels, à la galvanisation de métaux ou à un autre usage perdu? Si elles étaient en bien des générateurs, alors l'électricité aurait été maîtrisée bien avant son invention officielle. Là encore, un savoir dissonant surgit, sans héritier ni continuité. En Égypte, certaines représentations murales troublent encore. Dans le temple de Dendera, un bas-relief montre une forme allongée, entourée de serpents que certains ont interprétés comme une ampoule primitive. Cette hypothèse reste controversée, mais
mais elle s'ajoute à d'autres énigmes. Des hiéroglyphes montrent des objets qui ressemblent à des hélices ou à des engins volants stylisés. S'agit-il de simples symboles ou de la survivance d'un imaginaire inspiré par des techniques oubliées? Le doute persiste, alimentant l'idée que les Égyptiens n'étaient peut-être pas seulement les héritiers d'un savoir religieux, mais aussi technique. À travers le monde, d'autres traces étonnent. En Amérique du Sud, on retrouve des figurines de pierre ou de métal qui ressemblent étrangement à des engins volants modernes. Certaines portent des formes aérodynamiques, proches de petits avions. Elles ne semblent pas correspondre aux oiseaux ou aux insectes, mais à des machines que nous n'imaginons que depuis peu. S'agit-il de jouets, d'objets symboliques, ou la réminiscence d'un savoir oublié lié au vol? Même les techniques de construction laissent percevoir des technologies bêta condissonantes. À Pumapunku, en Bolivie, les blocs taillés présentent une précision telle qu'ils évoquent l'usage d'outils dans mécanique sophistiquée. Les surfaces sont lisses, les angles parfaits, les découpes régulières, comme si elles avaient été faites à l'aide de machines modernes. Pourtant, selon l'histoire officielle, ces peuples ne connaissaient ni le fer ni l'acier. Comment expliquer une telle précision? Des hypothèses évoquent des techniques de polissage perdues, d'autres parlent d'une transmission de savoir disparu, mais rien n'explique vraiment la perfection de ces blocs. Dans l'Indus, les cités de Mohenjo-Daro et Harappa révèlent elles aussi un urbanisme étonnant. Des rues tracées en grilles, des systèmes d'égouts sophistiqués, des maisons standardisées. Cet ordre et cette complexité semblent surgir d'un coup, sans évolution progressive. On a du mal à comprendre comment un peuple supposé préhistorique pouvait maîtriser une telle organisation, comme si ces cités avaient été construites à partir d'un modèle déjà existant, peut-être hérité d'une civilisation plus ancienne. Les anomalies technologiques ne se limitent pas aux objets. Elles se lisent aussi dans les savoirs mathématiques et astronomiques. Les Mayas avaient des calendriers, c'était d'une précision qui défie encore notre logique. Les Babyloniens connaissaient maîtriser des cycles planétaires complexes. Les Égyptiens maîtrisaient à des proportions géométriques que l'on retrouve dans leurs monuments. Ces savoirs ne semblent pas avoir été inventés progressivement, mais transmis déjà complets, comme un héritage. Ces dissonances technologiques s'y posent une question plus vaste. D'où venait ce savoir? S'il s'agit d'inventions isolées, pourquoi ont-elles disparu sans laisser de traces de continuité? Pourquoi ne retrouve-t-on pas d'évolution progressive menant de ces objets à des technologies modernes? Leur caractère isolé sans descendants donne l'impression d'artefacts d'une autre ère, échoués dans un temps qui n'était pas le leur. Peut-être que ce savoir fut effacé par des catastrophes. Les déluges, les séismes, les bouleversements climatiques auraient pu anéantir des civilisations entières, emportant leurs connaissances avec elles. Les survivants, incapables de préserver la complexité de ces techniques, n'en auraient en gardé que des fragments, transformés ensuite en mythes ou en objets rituels. Ainsi, les piles de Bagdad, les mécanismes astronomiques, les figurines étranges ne seraient ensemble que des éclats d'un savoir brisé. Il est aussi possible que ces objets témoignent d'une mémoire plus profonde encore, celle d'une race oubliée. Des êtres différents, venus avant nous, auraient-ils possédé une technologie adaptée à leur monde? Leur disparition aurait effacé la plupart de leurs traces, mais certains fragments auraient survécu, enfouis dans les sables ou transmis sous forme de légendes. Notre civilisation, en les retrouvant, ne peut que s'étonner de leur dissonance. Ces technologies perdues changent notre regard sur le passé. Elles nous rappellent que l'histoire n'est pas une ligne droite, mais une succession de cycles, où le savoir naît, prospère, puis disparaît. Ce que nous appelons progrès n'est peut-être qu'une réinvention de ce qui a déjà existé. L'humanité, ou ses prédécesseurs, auraient déjà connu des sommets techniques avant d'être effacés par le temps. Leur silence est troublant. Chaque objet, chaque monument, chaque symbole dissonant nous regarde à travers les âges, comme pour dire « vous n'êtes pas les premiers ». D'autres avant vous ont su ce que vous redécouvrez. Leur monde fut englouti, mais leurs fragments persistent. Et si ces fragments existaient, alors il est naturel que les mythes parlent aussi d'eux. Car derrière chaque objet, chaque technologie perdue, se cachent des récits qui les transforment en mémoire sacrée. Ces récits, transmis dans toutes les cultures, parlent de terres saintes fabuleuses, de royaumes disparus, de civilisations brillantes effacées par les dieux ou par la mer. Le chemin des technologies dissonantes nous mène donc directement vers une autre énigme,
celle de l'Atlantide et des autres mondes perdus, ces échos qui hantent notre imagination depuis la nuit des temps. Depuis des siècles, le nom d'Atlantide flotte comme une ombre sur notre mémoire collective. Platon, dans ses dialogues, fut le premier à en tracer les contours, une île vaste, au-delà des colonnes d'Héraclès, habitée par un peuple prospère, riche et puissant. Ce monde, dit-il, s'éleva à une grandeur telle qu'il défia même les dieux, avant d'être englouti en une seule nuit par les eaux. Depuis lors, l'Atlantide est devenue bien plus qu'un récit. Elle est le symbole de tous les mondes perdus, de toutes les civilisations effacées, de tous les souvenirs engloutis dont nous ne possédons que des fragments. Mais Platon ne parlait pas comme un poète inventant une fable. Il affirmait tenir cette histoire d'un prêtre égyptien, lui-même dépositaire d'une mémoire ancienne. Selon ce récit, les Atlantes possédaient un savoir prodigieux, une maîtrise de l'architecture, de la navigation, peut-être même de techniques que nous qualifierions aujourd'hui d'avancées. Leur chute fut aussi soudaine que leur gloire. Si Platon ne faisait que transmettre un écho, alors l'Atlantide pourrait bien être le souvenir déformé d'un monde antérieur, préservé dans la mémoire des prêtres, puis consigné dans les textes grecs. Les spéculations sur l'emplacement de l'Atlantide abondent. Certains la cherchent dans l'Atlantique, près des Açores ou des Canaries, d'autres en Méditerranée, du côté de Santorine, engloutie par une éruption cataclysmique. D'autres encore la situent plus loin, au large de Cuba ou même sous la glace de l'Antarctique. Mais l'essentiel n'est pas le lieu. L'essentiel est que tant de cultures, indépendamment, racontent une histoire semblable, celle d'une civilisation florissante, anéantie par un cataclysme, laissant ses survivants se disperser et porter ailleurs des fragments de savoir. En Inde, les textes anciens parlent de continents perdus, Lemuria ou Kumari Kandam, engloutis dans l'océan Indien. Ces terres mythiques étaient, selon la tradition tamoule, le berceau d'une culture ancienne et raffinée. Leurs cités, leurs temples, leurs royaumes auraient ensombré lors d'une montée des eaux, forçant les rescapés à fonder de nouvelles communautés. Ces récits ressemblent étrangement à celui de l'Atlantide, comme si l'humanité conservait, d'un continent à l'autre, le souvenir d'un même désastre. Dans le Pacifique, les légendes polynésiennes évoquent Mu, une terre immense qui aurait disparu sous les flots. Elle était décrite comme la patrie originelle d'où vinrent les ancêtres des peuples insulaires. Les traditions parlent d'un peuple de navigateurs brillants, capables de franchir de vastes distances et dont les survivants auraient essaimé à travers les océans après la disparition de leur monde. L'idée d'une civilisation mère engloutie par les eaux, donnant naissance à d'autres cultures, se retrouve ainsi des deux côtés du globe. Au-delà des mythes, certaines découvertes archéologiques ajoutent du poids à ces récits. À Yonaguni, au Japon, reposent donc des structures sous-marines qui ressemblent à des terrasses, des marches, des murs. Si elles sont artificielles, elles témoignent d'un peuple bâtisseur ayant vécu avant que les océans ne recouvrent ces terres, il y a plus de 10 000 ans. Au large de l'Inde, près de Dwarka, des ruines englouties semblent correspondre aux descriptions des textes sanscrits. Dans les Andes, les récits indigènes parlent de cités perdues sous le lac Titicaca, et certaines structures submergées y ont effectivement été retrouvées. Ces vestiges, même fragmentaires, donnent à penser que des mondes entiers, bâtis et organisés, furent engloutis par les eaux. L'idée d'Atlantide, ou de Mu, ou de Kumari Kandam, n'est donc pas seulement un rêve. Elle pourrait être le souvenir collectif d'événements bien réels, liés à la fin de la dernière glaciation. Quand les glaciers fondirent, les mers montèrent de plus de 100 mètres, recouvrant d'innombrables régions côtières où vivaient des communautés humaines. Des ports, des villages, peut-être même des cités entières disparurent. Ceux qui survécurent durent de migrer, emportant avec eux des récits de terres perdues. Ces récits, transmis de génération en génération, devinrent des mythes fondateurs, mais ils pourraient d'un temps bien être la mémoire lointaine d'un traumatisme universel. Si ces mondes engloutis ont existé, ils ne furent donc pas seulement matériels. Ils représentaient des cultures, des langues, tantôt des savoirs. Leur disparition brutale aurait brisé des chaînes de transmission, laissant des fragments épars dans les civilisations qui suivirent. Peut-être est-ce pour cela que nous trouvons dans les cultures plus récentes des connaissances avancées, des anomalies troublantes, comme des éclats d'un miroir brisé. Nous ne sommes pas les premiers à bâtir des civilisations. Nous sommes les héritiers fragmentaires de mondes effacés. Les échos de l'Atlantide, de Mu, de Lemuria résonnent encore aujourd'hui. Ils nourrissent nos rêves, nos légendes, mais aussi nos interrogations. Et si nous acceptions que l'histoire n'est pas linéaire, mais cyclique,
Et si, avant nous, d'autres mondes avaient atteint un sommet de gloire, avant de disparaître, nous laissant seulement des ruines sous-marines et des récits déformés? Cette hypothèse est troublante, car elle nous place dans une continuité fragile. Ce qui est arrivé à l'Atlantide pourrait aussi nous arriver. La mémoire de ces mondes perdus n'est pas seulement un souvenir, elle est aussi un avertissement. Mais ces récits d'îles englouties ne parlent pas seulement de catastrophes naturelles. Ils évoquent aussi des peuples différents, des êtres mystérieux, parfois décrits comme des dieux, parfois comme des hommes d'une autre race. Les survivants de ces mondes disparus auraient en transmis leur savoir aux peuples plus jeunes, devenant les fondateurs de nouvelles cultures. Derrière le nom d'Atlantide se cache donc une question plus vaste. Qui étaient ces êtres qui portaient en ce savoir? Étaient-ils simplement des hommes d'une civilisation ancienne, ou bien représentaient-ils une race oubliée, si différente qu'elle en devint mythique? Ainsi, les échos de l'Atlantide ne s'arrêtent que pas aux ruines ou aux légendes. Ils mènent vers une autre énigme encore plus dérangeante, celle des dieux, des voyageurs, des maîtres venus d'ailleurs, que tant de traditions décrivent comme les porteurs de la connaissance. Ces figures entre humains et divins pourraient très bien être les ultimes survivants des mondes engloutis, ou peut-être les témoins d'une origine que nous n'avons pas encore comprise. Il est un point commun entre presque toutes les grandes civilisations de l'Antiquité. Chacune affirme avoir reçu son savoir de figures venues d'ailleurs. Ces êtres apparaissent dans les mythes comme des dieux, des instructeurs, des guides. Ils arrivent de souvent au commencement d'un âge nouveau, transmettent des connaissances essentielles, puis disparaissent dans le silence. Leur présence trouble, car elle suggère que l'humanité ne s'est pas élevée seule, mais qu'elle a reçu des éclats d'un héritage plus ancien, peut-être venu d'une race oubliée. Derrière l'image divine se cache peut-être la mémoire de voyageurs, de survivants ou de maîtres dont nous avons perdu la trace. En Égypte, les prêtres parlaient de Thoth, le dieu de la sagesse et de l'écriture. Il aurait enseigné aux hommes l'art de compter, de mesurer, de guérir. Mais certains récits le décrivent moins comme un dieu immatériel que comme un être ayant réellement foulé la terre. Dans les textes anciens, on évoque aussi Osiris, venu d'un pays lointain, qui aurait apporté aux Égyptiens l'agriculture, les lois et les coutumes. Derrière ces figures divinisées se devine peut-être le souvenir de voyageurs venus d'une autre terre, porteurs d'un savoir déjà constitué. Chez les Sumériens, les Anunnaki occupent la même place. Ces entités célestes descendaient du ciel pour instruire les hommes, leur enseignant l'agriculture, l'écriture, l'organisation des cités. Les Sumériens insistaient, ils n'avaient pas inventé seuls leur civilisation, ils l'avaient en avoir reçue. Leurs dieux étaient des enseignants, des maîtres, qu'étaient mentales en réalité, des divinités spirituelles ou la mémoire transformée de peuples plus anciens, survivants d'un âge oublié. En Amérique, les récits des peuples andins parlent de Viracocha, un être mystérieux qui surgit après un grand déluge. Il parcourut les Andes, enseignant aux hommes l'art de bâtir et les principes de la vie. Il est décrit comme un homme barbu, grand et vêtu de blanc, bien différent des populations locales. Après avoir transmis son savoir, il disparut vers l'océan, promettant de revenir un jour. Là encore, la figure d'un maître venu d'ailleurs, porteur d'une connaissance qui ne semblait pas appartenir aux hommes de l'époque, persiste dans la mémoire. Les Mayas et les Aztèques, eux, se souvenaient de Quetzalcoatl, le serpent à plumes, un dieu civilisateur qui leur donna les lois, les arts et les calendriers. Selon la tradition, il était opposé au sacrifice humain et cherchait à guider les peuples vers une sagesse plus élevée. Puis, comme tant d'autres, il s'en alla, promettant un retour futur. Dans ce départ, dans ce silence, on retrouve le même motif, l'arrivée soudaine d'un savoir, suivie d'une disparition inexpliquée. Dans les traditions hindoues, les Védas parlent des Devas, des êtres venus des cieux, porteurs de techniques, de sciences et de chants sacrés. Ils parcouraient la terre dans des machines volantes appelées Vimanas. Leur savoir dépassait celui des hommes ordinaires, et leur présence marquait le passage d'un âge à l'autre. Étaient-ils des dieux au sens spirituel, ou les vestiges d'un peuple plus ancien, disparu mais dont la mémoire fut transformée en mythe? Même les peuples de l'océan Pacifique racontent des histoires semblables. Les Polynésiens se souviennent de navigateurs venus d'îles lointaines, apportant avec eux les arts de la mer et les connaissances du ciel. Les Dogons du Mali, eux, parlent des Nommo, des maîtres venus de l'étoile Sirius, qui leur auraient transmis le savoir des astres et des eaux. La récurrence de ces récits à travers les continents ne peut être ignorée. Tous disent la même chose,
À l'origine de leur civilisation, il y eut des visiteurs, des voyageurs, des instructeurs. Peut-être s'agissait-il des derniers survivants de civilisations englouties. Rescapés d'Atlantide, de Mu ou d'autres mondes perdus, ils auraient parcouru la Terre, transmettant leur savoir aux peuples encore jeunes. Leur apparence différente, leur maîtrise de techniques inconnues, auraient frappé l'imagination. Avec le temps, leurs souvenirs seraient devenus divins, transformés en dieux civilisateurs. Peut-être étaient-ils aussi des voyageurs d'un autre horizon, des hommes venus de terres lointaines, d'îles aujourd'hui disparues ou d'époques plus anciennes. Leur mémoire aurait traversé les âges comme un murmure. Dans chaque mythe, derrière la figure du dieu, se dessine l'image d'un être bien réel, porteur d'un héritage oublié. Ou bien, plus troublant encore, ces récits pourraient être les reflets d'une race différente, non humaine, mais proche de l'homme. Une race oubliée, dotée de connaissances, dotée de capacités qui semblaient divines aux yeux des peuples naissants. Leur passage sur la Terre aurait marqué le commencement de nos civilisations avant de disparaître dans le silence. La question demeure, ces dieux ou voyageurs oubliés n'ont-ils laissé que des récits, ou ont-ils aussi inscrit leur mémoire dans la pierre ? Les pyramides, les temples, les mégalithes pourraient être leurs œuvres ou celles de leurs disciples. Chaque monument ancien devient alors un témoignage de leur passage, une balise plantée dans le temps. Leur silence, lui, reste une énigme. Pourquoi ces êtres disparurent-ils toujours de la même manière soudainement, en promettant parfois un retour ? Pourquoi leur mémoire est-elle toujours fragmentée, voilée, transformée en mythe ? Peut-être parce que leur monde lui-même s'était déjà effondré. Ils étaient un peu les porteurs d'un savoir condamné à s'éteindre, et leur mission n'était que de le transmettre une dernière fois. Aujourd'hui encore, nous cherchons ces traces. Chaque fois que nous découvrons un artefact étrange, un alignement astronomique, une légende universelle, nous entendons leur écho. Nous sentons que quelque chose nous précède, une mémoire qui n'est pas la nôtre, mais dont nous sommes les héritiers. Ces dieux ou voyageurs oubliés nous posent une question essentielle. Qui sommes-nous vraiment si notre civilisation est née d'un héritage que nous ne comprenons pas ? Peut-être que notre identité même est façonnée par ce passé invisible, ce legs venu d'ailleurs. Mais si ce legs existe, pourquoi fut-il si vite effacé ? Peut-être parce que l'oubli est lui aussi un héritage, peut-être que ces maîtres savaient que leur monde devait disparaître, et que le nôtre ne pouvait naître qu'en oubliant. Leur disparition volontaire aurait alors scellé la naissance d'une humanité nouvelle, libre de ses propres pas mais hantée par des ombres anciennes. Ainsi, la mémoire des dieux ou voyageurs oubliés nous conduit vers une autre énigme. Car si l'oubli a joué un rôle si profond dans notre histoire, s'il a effacé les maîtres et les mondes qui nous précédèrent, alors il nous faut comprendre ce que signifie cet oubli. Non pas un simple vide, mais une présence, un poids invisible qui façonne encore notre monde. Et c'est cette mémoire brisée, ce silence persistant, qui nous mène à la question suivante. L'oubli comme héritage. Il est un paradoxe profond dans la mémoire de l'humanité. Ce qui nous a formés le plus intensément n'est pas toujours ce dont nous nous souvenons, mais ce que nous avons perdu. L'oubli est inscrit dans nos origines comme une ombre nécessaire, un silence qui façonne autant que la mémoire. Dans toutes les traditions, les mythes des commencements sont pleins de fractures, de cataclysmes, de mondes effacés. Comme si l'humanité actuelle n'était pas seulement l'héritière d'un passé visible, mais le fruit d'un effacement volontaire ou inévitable. L'oubli, loin d'être une absence, devient un héritage, une empreinte invisible qui continue de nous guider. Lorsque les anciens Grecs parlaient des âges de l'homme, ils affirmaient que les générations antérieures avaient disparu dans des cataclysmes, laissant les suivantes recommencer à zéro. Les peuples andins racontaient en Fléauté que Viracocha avait détruit une race antérieure avant de créer de nouveaux hommes. Dans les traditions mésopotamiennes, le déluge effaça presque toute mémoire d'avant, pour que les survivants bâtissent un monde nouveau. Dans toutes ces histoires, l'oubli est au centre. Non pas un oubli naturel, mais un oubli imposé, comme une nécessité pour recommencer. Cet héritage du vide se lit dans nos monuments. Les pyramides, les mégalithes, les ruines submergées sont là, mais leur sens s'est effacé. Nous les contemplons comme des témoins muets, mais nous avons perdu la clé de leur signification. L'oubli a transformé leur fonction en mystère, et pourtant cet effacement même leur donne une force nouvelle. Car un monument dont on se souvient ne suscite que l'admiration. Un monument dont on a perdu la mémoire suscite l'interrogation, la quête. Ainsi, l'oubli agit comme un moteur invisible qui nous pousse à chercher ce qui a été effacé. L'oubli s'inscrit aussi dans les langues.
Des écritures entières comme le linéaire A, l'écriture de l'Indus ou le rongo-rongo de l'île de Pâques demeurent indéchiffrées. Nous les voyons, nous savons qu'elles parlent, mais leur voix nous échappe. L'oubli est ici une barrière infranchissable. Il n'a pas détruit les signes, mais il a effacé le code qui les rendait vivants. Nous ne possédons plus que des coquilles vides, des mots sans sens. Et pourtant, cet oubli est aussi un rappel. Il dit qu'avant nous, d'autres pensées existaient, d'autres visions du monde perdues à jamais, mais présentes dans le silence des symboles. Peut-être l'oubli est-il même volontaire. Certaines traditions parlent d'un savoir interdit, d'une mémoire trop lourde pour être transmise. Les Grecs racontaient que l'été, le fleuve de l'oubli, devait être traversé par les âmes avant de renaître. Dans le bouddhisme, la réincarnation s'accompagne d'un voile d'oubli pour permettre une nouvelle expérience. Et dans les mythes modernes de civilisations disparues, l'idée revient souvent que leur savoir fut volontairement dissimulé, réservé à quelques initiés ou effacé pour protéger les générations futures. Peut-être que l'humanité, pour avancer, a dû oublier ce qu'elle était, comme on ferme un livre pour en écrire un autre. Cet oubli comme héritage se manifeste dans la façon dont nos civilisations réinventent sans cesse ce qu'elles avaient déjà connu. Les calendriers mayas, les géométries égyptiennes, les architectures cyclopéennes semblent surgir de nulle part, comme si elles avaient été redécouvertes plutôt qu'inventées. Nous croyons progresser, mais nous ne faisons peut-être que retrouver par fragments des vérités anciennes. Cet acte de redécouverte perpétuelle suggère que nous vivons dans un cycle où l'oubli est aussi nécessaire que la mémoire. Oublier pour renaître, perdre pour chercher à nouveau. Mais l'oubli n'est pas seulement une perte, il est aussi une forme de protection. Si des civilisations antérieures ont réellement existé, peut-être leur savoir contenait-il des dangers. Des techniques ou des puissances béton qui auraient tant pu détruire aussi vite qu'elles avaient en bâti. Leurs ruines, leurs fragments de technologie, leurs mythes transformés en fables ne sont alors que des traces adoucies, protégées par l'oubli. L'héritage le plus précieux de ces peuples ne serait pas ce qu'ils ont transmis, mais ce qu'ils ont choisi de taire. Dans nos vies individuelles, l'oubli est également une nécessité. Il permet de continuer, de ne pas être écrasé par le poids de tout ce qui a été. Peut-être est-ce pareil pour l'humanité entière. Porter toute la mémoire des mondes disparus serait insupportable. L'oubli devient alors une forme de respiration, un espace vide où peut surgir un nouvel élan. Ce que nous percevons comme une perte est peut-être une condition pour que de nouveaux mondes existent. Et pourtant, l'oubli n'efface jamais totalement. Il laisse des traces, des échos, des cicatrices. Dans les mythes, dans les rêves, dans les symboles récurrents, l'ombre des mondes passés revient sans cesse. Les déluges, les géants, les dieux venus d'ailleurs ne sont pas des inventions isolées. Ils sont les fragments persistants d'une mémoire collective, une mémoire enterrée mais indestructible. L'oubli n'est jamais complet, il est seulement une transformation. Ce que nous avons perdu survit autrement, sous une autre forme, dans l'inconscient de l'humanité. Ainsi l'oubli est peut-être le véritable héritage, non pas la transmission claire d'un savoir, mais la trace d'un vide, qui nous oblige à chercher, à questionner, à rêver. Ce vide nourrit notre curiosité, il alimente nos mythes, il façonne notre imaginaire. Sans l'oubli, nous n'aurions pas de quête. Avec lui, nous avançons, hantés par des ombres qui nous dépassent. Et si notre civilisation actuelle n'était qu'un passage de plus dans ce cycle, nous croyons bâtir un monde durable, mais peut-être que lui aussi sera un jour effacé, englouti dans l'oubli, ne laissant à ceux qui viendront après nous que des fragments, des ruines et des légendes. Eux aussi se demanderont qui nous étions, et eux aussi porteront l'oubli comme héritage. Cet oubli universel nous conduit vers une dernière question, car si nous héritons non seulement des savoirs visibles mais aussi des absences, alors peut-être que quelque chose de ce passé perdu demeure encore en nous. Pas seulement dans les pierres ou les mythes, mais dans la mémoire profonde de notre être. Ce que nous portons encore en nous pourrait être le dernier vestige des mondes effacés. Il est des héritages qui ne se mesurent pas dans la pierre, ni dans les ruines, ni dans les fragments de langues mortes. Certains héritages demeurent en silence, nichés dans la mémoire profonde de l'humanité, dans ce que nous sommes devenus. Nous cherchons souvent les traces de civilisations disparues à l'extérieur, dans les monuments engloutis, dans les anomalies archéologiques, dans les mythes, mais peut-être la trace la plus persistante ne se trouve-t-elle pas dans les sables du temps, mais au plus intime de nous-mêmes. Ce que nous portons encore en nous pourrait être la dernière empreinte des mondes oubliés. Il y a dans l'esprit humain une étrange nostalgie,
un sentiment diffus que quelque chose manque, que nous avons perdu une origine. Cette nostalgie se retrouve dans toutes les cultures, traduite en mythe du paradis perdu, de l'âge d'or, d'une terre primordiale effacée. Comme si l'humanité entière avait gardé la mémoire confuse d'un monde ancien, harmonieux, détruit par un cataclysme. Ce sentiment, plus que tout autre, pourrait être l'écho le plus profond des civilisations oubliées. Nous portons leur absence comme une blessure invisible. Les rêves et les symboles révèlent aussi cet héritage. Partout où les mêmes images reviennent, les eaux qui montent, les géants, les dieux venus du ciel, les étoiles guidant les hommes. Ces archétypes universels semblent inscrits dans notre inconscient collectif. Carl Jung y voyait la preuve d'une mémoire partagée, transmise au-delà des générations. Mais peut-être sont-ils plus que des symboles psychologiques. Peut-être sont-ils les ombres persistantes d'expériences réelles vécues par nos ancêtres lointains, hérités de mondes aujourd'hui effacés. Le corps humain lui-même pourrait porter la trace de ces héritages invisibles. Des légendes parlent d'êtres plus grands, plus forts, différents. Certaines découvertes de squelettes atypiques, contestées mais intrigantes, pourraient en être les vestiges d'une diversité humaine plus vaste que ce que nous croyons. Et si notre espèce n'était pas l'unique héritière, mais le fruit d'un croisement ancien avec ces races oubliées, les mythes des Néphilim, des dieux s'unissant aux filles et des hommes, pourraient en cacher un souvenir biologique, transformé en récit sacré. Dans notre sang, dans nos gènes, sommeillerait alors une mémoire que nous ne savons pas encore lire. Même notre savoir instinctif porte l'empreinte de cet héritage. Les bâtisseurs modernes redécouvrent parfois des techniques anciennes que l'on croyait perdues. L'art des proportions, l'usage des vibrations sonores, l'observation attentive des cycles naturels. Ces réapparitions donnent l'impression que certaines connaissances n'ont jamais totalement disparu, mais qu'elles sont restées enfouies dans l'intuition humaine, comme si notre mémoire profonde conservait des fragments de savoirs anciens, prêts à ressurgir au moment opportun. Cet héritage intérieur se lit aussi dans notre rapport au ciel. L'homme moderne, même entouré de machines, ressent encore un émerveillement instinctif devant les étoiles. Nous levons les yeux comme le faisaient les peuples les plus anciens, avec le même sentiment d'appartenance à un cosmos plus vaste. Cette fascination pourrait être le reflet d'un lien ancien, d'une époque où les hommes vivaient en relation plus intime avec les astres, où le ciel n'était pas une abstraction mais un langage. Nous portons encore cette attirance, même sans comprendre son origine. Ce que nous portons en nous n'est pas seulement une mémoire, mais aussi une fragilité. Nous savons, au plus profond, que les mondes disparaissent. Cette angoisse du cataclysme, présente dans toutes les cultures, est peut-être l'héritage direct des civilisations englouties. Les mythes du déluge ne sont pas seulement des récits, ils sont des traumatismes inscrits dans notre conscience collective. Nous avons peur des eaux qui montent, des feux qui détruisent, parce que nous l'avons déjà vécu. Cet héritage de peur est aussi un héritage de vigilance. Il nous rappelle que rien n'est éternel, que tout peut basculer. Mais il existe un autre héritage, plus lumineux, celui de la quête. Nous cherchons toujours à comprendre, à reconstruire ce que nous avons perdu. C'est peut-être cela que nous portons encore le plus fortement. Un désir de retrouver l'origine, de percer le silence. Nos sciences, nos mythes, nos philosophies convergent vers cette recherche d'un temps premier. Nous sommes hantés par une absence, et cette absence nourrit notre marche en avant. Peut-être que ce que nous portons en nous est une graine plantée par ceux qui nous ont précédés. Une graine de mémoire, de savoir, de conscience que nous cultivons sans toujours en connaître l'origine. Cette graine pourrait être le véritable héritage des civilisations oubliées. Elles n'ont pas seulement laissé des ruines et des mythes, elles ont laissé en nous la capacité de chercher, de rêver, d'imaginer au-delà de notre présent. Ainsi, nous ne sommes pas séparés des mondes disparus. Nous sommes leur continuation invisible, leur écho vivant. Chaque fois que nous bâtissons, que nous écrivons, que nous observons le ciel, nous rejouons des gestes anciens. Chaque fois que nous rêvons d'un âge d'or perdu, nous entendons la voix lointaine de ceux qui vécurent avant nous. Ce que nous portons encore en nous n'est pas une certitude, mais une question. Une question qui persiste malgré l'oubli, malgré les ruines, malgré les millénaires. Qui étions-nous avant d'être ce que nous sommes ? Quelle mémoire enfouie nous pousse à chercher des réponses dans les pierres, dans les mythes, dans les étoiles ? Cette question indestructible est peut-être la plus grande preuve de l'existence d'une civilisation oubliée, car ce qui était vraiment perdu ne laisse aucun désir de retour. Or en nous, l'appel persiste. Peut-être que le véritable héritage n'est ni la pierre ni le métal, ni même les mots indéchiffrés.
Peut-être que l'héritage des civilisations disparues est cette quête inachevée que nous portons tous, cette nostalgie sans objet, ce pressentiment qu'il y eut un avant plus vaste, plus mystérieux, que nous ne cessons de chercher. C'est cela, le fil qui traverse les âges, un souvenir qui refuse de mourir, une mémoire que l'oubli lui-même ne parvient pas à effacer. Alors, dans le silence des ruines et des océans, dans le bruissement des mythes, dans l'éclat des étoiles, il nous reste cette certitude fragile. Nous ne sommes pas seuls dans le temps. Nous sommes les porteurs d'un héritage invisible, celui d'un monde effacé, mais toujours vivant en nous. Et tant que cette mémoire diffuse continuera de nous hanter, les civilisations disparues ne seront jamais totalement mortes. Elles respirent encore dans notre quête, dans nos rêves, dans ce que nous portons en nous.